Bonjour à tous, merci de rejoindre le Journal de la Culture avec au sommaire notamment la découverte de la cité française du cinéma rêvée et portée depuis 12 ans par le réalisateur Luc Besson, 9 plateaux de tournage et une école de cinéma gratuite installée dans une ancienne centrale thermique de la région parisienne. Des images sensuelles, les coquines de l'une des plus prestigieuses revues du Crazy Horse, le Crazy Forever, quittent les bords de la Seine et s'installent à Londres, près de la Tamise. Et puis nous accueillerons l'un des commissaires d'exposition du Palais de Tokyo de Paris pour évoquer les dérives de l'imaginaire, une exposition à découvrir du 28 septembre au 7 janvier prochain. Nous accueillons pour cela Julien Fronsac, bonjour. Bonjour. Vous avez notamment enseigné à l'école du Louvre et à l'école cantonale d'art de Lausanne. Alors, par votre expertise, c'est une première digression. Est-ce que vous diriez que l'appréhension de l'art contemporain se vulgarise et n'est plus l'apanage élitaire d'une portion congrue de la citoyenneté ? La démocratisation de la culture et de l'art contemporain en particulier, c'est un fait, une donnée statistique, si j'ose dire. À nous de profiter de ce levier-là social pour redéfinir notre rapport à l'art et l'inscrire dans notre quotidien à tous. Et c'est dans cet esprit que cette exposition est ouverte au grand public, y compris dès le vernissage, ce jeudi de l'an de grâce 2012, le 27. Absolument, dès 20h jusqu'à 24h, grande ouverture au public. Nous reparlerons abondamment évidemment de cette exposition, mais nous ouvrons ce journal en évoquant la Cité du cinéma imaginée par le réalisateur et producteur Luc Besson, inaugurée le 21 septembre dernier. Son rêve ambitieux est d'offrir enfin à la France une réplique digne de Cinecittà à Rome, de Pinewood à Londres ou de Toho au Japon, un défi en format cinémascope. Le rideau se lève sur 10 années d'études, de travaux et de chantiers. La Cité du cinéma, le rêve fou de Luc Besson, enfin prête pour tous les tournages du monde. 10 000 m² de plateau, 23 000 m² de bureaux. L'ancienne centrale thermique renaît de ses cendres au prix de 180 millions d'euros. On a un très bel outil, on a un savoir-faire français qui est absolument colossal. On a des techniciens, des décorateurs, des peintres, on a vraiment tout ce qu'il faut. Donc là, on a l'outil pour le faire, on a les gens pour le faire, et voilà, après ça roulera. Le cinéma français, le plus gros producteur européen avec 250 films par an, ne possédait pas de grands studios. Les Américains dépensent chaque année 500 millions d'euros pour tourner en Europe, sauf en France. La Cité du cinéma se veut un lieu industriel de production, génératrice d'emplois. Il y a des mètres carrés de bureaux à louer, certains sont déjà loués, EuropaCorp va venir s'y installer. Puis c'est un moteur et à partir de là, effectivement, c'est une aventure urbaine qui va commencer. 17 entreprises sont déjà installées sur le site. Le but est de redonner à la France sa place en Europe dans la fabrication des films. Il a été jugé à un moment donné par l'État qu'il était de l'intérêt du pays, dans un secteur ô combien important pour la souveraineté économique et pour l'identité culturelle française, que la France ait enfin sa cité du cinéma, à l'image de l'Angleterre, de l'Allemagne, de l'Italie et des États-Unis. La Cité du cinéma a un atout aussi pour le département de Seine-Saint-Denis avec 2 écoles. L'une doit accueillir gratuitement dès octobre une 60aine d'élèves sans diplôme. Côté tournage, un film avec De Niro est en cours et 3 autres sont déjà en post-production. Et nous accueillons à présent l'un des commissaires d'exposition du Palais de Tokyo de Paris pour évoquer la création Les dérives de l'imaginaire à découvrir du 28 septembre au 7 janvier prochain. Également enseignant et critique d'art, il partagera sans doute avec nous sa vision du redéploiement récent amorcé par le Palais de Tokyo, faisant de ces derniers le plus grand centre d'art contemporain d'Europe. En images, je vous propose tout d'abord une première immersion dans les dérives de l'imaginaire. Les dérives de l'imaginaire, c'est à découvrir rapidement. Est-ce que vous diriez que cette création, cette exposition dont vous êtes le commissaire, se construit autour d'un perpétuel balancier entre le réel, l'onirique et l'imaginaire ? Absolument, c'est une exposition qui cherchait à redynamiser le rapport qu'on a avec des notions qu'on pense parfois un peu opposées. Ainsi, l'expo est un scénario, les dérives de l'imaginaire, va nous permettre de relier des termes comme l'érudition et le désœuvrement, la contemplation et le travail.
Mais est-ce que vous allez un petit peu plus loin dans la démarche en considérant qu'il est possible d'établir une proximité avec le cerveau du créateur, la réception du visiteur et donc l'imaginaire des créateurs de l'œuvre de l'esprit? Absolument. L'exposition présente des artistes qui cherchent à tendre un miroir pour refléter l'activité en atelier. Cette activité, évidemment, ça peut être celle du cerveau, qui est l'atelier premier ou l'atelier secondaire, le lieu où l'artiste produit. Il s'agit pour les artistes des dérives de l'imaginaire d'interroger le rapport qu'ils entretiennent avec le temps du travail, le temps libre, oui. Les loisirs ou la culture de masse. Et en filigrane ou de manière un petit peu plus massive, certains personnages dans l'axe circulatoire de cette expo surgissent? Il y aura des fantômes qui vont réapparaître. Et puis ces fantômes, évidemment, sont issus de contextes très différents. Ainsi, à la fin du parcours, les visiteurs pourront découvrir un artiste qui s'appelle Mark Leakey, qui a bénéficié du Turner Prize l'année dernière à Londres et qui va tenter de revivifier, si j'ose dire, le fantôme d'Aristide Maillol. Ouais, c'est une vraie expérience. En y allant, on participe à une vraie expérience. Pour élargir un peu le champ du débat, je parlais tout à l'heure donc du fait que vous êtes commissaire auprès du Palais de Tokyo de Paris, qui est désormais le plus grand centre d'art contemporain d'Europe. Est-ce que c'était pour mettre à niveau la France enfin, au niveau des capitales que sont Berlin, New York, voire d'autres? Mais le temps passe et les institutions ont besoin de se redéfinir aussi. Alors effectivement, si le Centre Pompidou au niveau national ou le plateau à Paris, dans les deux cas, étaient des nouvelles institutions, il était temps d'avoir de nouvelles surfaces pour avoir un autre rapport, une autre échelle et présenter des œuvres d'art qui ont changé d'échelle. Oui, parce qu'on parle de nouvel espace, quasiment triplé sa superficie. 20 000 mètres carrés. Voilà, 20 millions d'euros d'investissement, entre autres aussi. Vous dites qu'il faut toujours, malgré l'aspect monumental de l'édifice, y apporter une touche poétique. Et un mot quand même sur la dynamique que vous pensez avoir créée au bénéfice des jeunes artistes. Le Palais de Tokyo a toujours eu pour mission, en tant que centre d'art, de soutenir la création française et la création émergente en France. Et désormais, elle se fera davantage en lien avec la vivacité internationale. Le Crazy Horse, ça vous parle? Absolument. Ça mais me encore, danse plus. Même. C'est un des foyers, un des berceaux de la géométrie et peut-être même de l'abstraction. Abstraction qu'on retrouve donc au cœur de cette exposition à laquelle nous vous convions donc jusqu'au 7 janvier prochain. Je vous propose à présent une incursion au Crazy Horse qui prend le large et s'installe à Londres au bord de la Tamise, une révolution pour les girls en bonnet qui, année après année, enchaîne avec frénésie et sensualité des numéros de danse et de striptease rythmés entre chaque séquence par des vidéos célébrant la beauté coquine de créatures irréelles et envoûtantes aux seins nus shocking. Le Crazy Horse, le cabaret parisien le plus connu au monde. Après un immense succès à Las Vegas, c'est au tour de Londres de recevoir une touche d'érotisme à la française. Glamour, beauté, c'est une escapade de rêve. C'est comme passer une petite soirée à Paris, une soirée somptueuse et délicieusement sensuelle. C'est sous un chapiteau créé sur mesure, sur la rive droite de la Tamise, que le spectacle se tient. Un show intitulé Forever Crazy, en hommage à Alain Bernardin, le fondateur du Crazy Horse. Le soir de la première, un parterre de stars est venu admirer les danseuses. Le burlesque et le cabaret, c'est très beau. Les filles sont magnifiques, elles dévoilent leur corps splendide d'une façon tellement élégante et assurée. Levé de rideau sur une version revisitée de la relève de la garde britannique. Puis les tableaux s'enchaînent, tous plus érotiques les uns que les autres. J'aime assez le burlesque parce que c'est amusant et je pense que le Crazy Horse est très spécial et tout à fait unique. C'est un spectacle qui est à Paris depuis si longtemps et qui rencontre toujours le même succès. Nous sommes très heureux d'avoir réussi à le faire venir à Londres. Après avoir mis à l'affiche la pin-up Dita Von Teese ou encore la sulfureuse Pamela Anderson, le Crazy Horse s'est également offert les services des plus grands créateurs. Rien n'est trop beau pour mettre en valeur le corps d'une femme. Je suis complètement obsédée par ce spectacle. Je trouve cela fascinant et très beau. Et une partie de moi voudrait être une danseuse burlesque. Je suis allée à Paris pour le voir et tout était complet. Le voir aujourd'hui à Londres, c'est tellement excitant. J'adore les costumes, les danses.
La température risque de grimper dans la capitale britannique cet automne. Du glamour à la française, avec une pointe d'impertinence et d'humour, so british. C'est à Londres, à ne surtout pas manquer. C'est déjà, hélas, la fin de cette émission. N'oubliez pas que vous pouvez la retrouver sur notre site internet france24.com ainsi que sur Facebook et sur Twitter. Julien Fronsac, cette exposition Les dérives de l'imaginaire, c'est à découvrir jusqu'au 7 janvier prochain. Un mot pour convaincre les masses laborieuses de ne pas la louper. Flânerie et dérive. Flânerie et dérive, mais encore, qu'est-ce que vous pensez vraiment Perte de repères, il est temps qu'on perde aussi nos repères dans le quotidien, qui est parfois un peu trop morose. Et c'est justement ce à quoi on appelait Guy Debord, c'est qu'on chamboule notre rapport au quotidien. Sur ces paroles hautement métaphysiques, quasi philosophiques, nous vous saluons. Merci d'être passé. On se quitte avec des images majestueuses de Cologne, de sa cathédrale, et plus précisément du Wallraf Richards Museum, qui fête le centenaire d'une exposition emblématique qui eut lieu dans cette même ville en 1912, reconstituée quasi à l'identique. Elle y présente au grand public les œuvres de Nabis, Cézanne, Van Gogh, Picasso, Gauguin, Munch et tant d'autres.